m4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Anxiété et stress, voilà bien peut-être les 2 grands malaises de notre société actuelle. Or, ces 2 mots font énormément de dégâts non seulement dans notre psychisme, mais également dans notre corps. Ils sont responsables de bien des maladies. Et c'est avec Michel Odoul, notre invité aujourd'hui, que vous allez mieux comprendre dans un instant ce qui se passe dans votre corps lorsque vous êtes particulièrement anxieux ou trop stressé. Alors déjà, il s'agit peut-être aussi de faire la différence entre les 2 et puis de voir quel organe ça touche plus particulièrement, et puis aussi de comprendre qu'aussi bien le stress que l'anxiété jouent quand même leur rôle. Il ne s'agit pas de les supprimer. D'ailleurs, on peut imaginer que ce soit peut-être pas possible justement de les supprimer, mais il ne faut pas les laisser nous envahir, et Michel Odoul pourra vous donner quelques outils déjà pour les reconnaître et ensuite pour vous aider à les évacuer le mieux possible. Parce qu'à mon avis, on a tous envie de rester en bonne santé et peut-être que c'est plus facile qu'on ne le croit. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez obtenir quelques bons conseils de Michel Odoul. Et vous connaissez notre numéro, c'est le 0826 300 300. Bonjour Michel Odoul. Bonjour Brigitte. Alors vous êtes fondateur de l'Institut français de Shiatsu. Je le rappelle peut-être parce que pour certaines personnes qui ne vous connaissent peut-être pas encore, c'est pas toujours évident de comprendre de quoi il s'agit. En fait, c'est un peu de la médecine chinoise. Oui, c'est une médecine japonaise, mais qui s'appuie sur les fondamentaux théoriques de la médecine traditionnelle chinoise, qu'on connaît plus en Occident à travers notamment l'acupuncture, par exemple. Et quelque chose qui est une technique corporelle donc de travail sur le corps, une sorte d'ostéopathie à la japonaise et à l'orientale, qui, comme ces pratiques que nous connaissons en Occident, détendent les zones corporelles tendues, tensionnelles, les axes articulaires, etc., mais ont la particularité aussi de travailler sur des trajets et des points particuliers qui sont les trajets, les lignes des méridiens d'acupuncture et des points d'acupuncture. Et qui est donc une approche qui est intéressante parce qu'elle travaille à la fois la dimension physique et corporelle. Et on évoquera par exemple la question du stress, mais quand on est stressé, il y a des zones corporelles qui se mettent en tension physique réelle, et donc faire relâcher ça va participer au déstressage de la personne, mais au-delà de cela, qui va être capable d'aller travailler sur ce qui est en amont de cela, et qui sont les flux énergétiques qui peuvent être eux-mêmes tensionnels et bloqués. Et donc, c'est le rapport, encore une fois, entre le psychisme et le corps. Et donc, qui vont permettre à la fois d'aller travailler, bien sûr, sur le fait d'aller vers la cause, et non pas simplement vers la manifestation, à travers le travail sur l'énergétique. On relibère les flux de vie qui ont été, à un moment donné, bloqués, empêchés, détournés, etc., pour des raisons diverses et variées, les vécus de la personne. Et on va permettre, à travers ça, parce que par l'énergétique, on peut arriver à faire cela, commencer à pouvoir identifier la cause des vécus qui sont derrière la tension que la personne a, et donc à ce moment-là, pouvoir verbaliser et amener la personne à exprimer elle-même ou à prendre conscience de ce qui était peut-être derrière sa tension, son stress, sa douleur dorsale, ses difficultés digestives. On remonte à la source, en quelque sorte. On remonte à la source, parce qu'on est toujours dans une logique dans laquelle ce qui intéresse, ça n'est pas le symptôme, mais c'est le malade. Évidemment. Ça, c'est très très fréquent maintenant dans la médecine actuelle en France. Bon, passons. Alors d'abord, quelle est la différence, ou est-ce que c'est pareil, anxiété, stress ? Peut-être que dans le langage courant, c'est la même chose. Dans la réalité, c'est totalement différent. L'anxiété est quelque chose qui est lié à de la condition interne, alors que le stress est quelque chose qui est lié à une sollicitation venant de l'externe. Il faut faire ça veut dire qu'on est anxieux parce que soi-même on s'inquiète, il y a des insécurités, etc. Oui. Et le stress est dû à un élément extérieur qui nous donne une envie de combattre, quoi. Faisons un peu de sémantique. L'idée du stress tel qu'il est aujourd'hui exprimé en psychologie, c'est un syndrome d'adaptation aux sollicitations du monde extérieur. Mais il faut aller encore un peu plus en amont, parce qu'on a dit beaucoup de bêtises sur le stress. Le stress, c'est un terme de mécanique. C'est le terme qui a été créé pour exprimer le moment où, quand vous mettiez une barre de métal en tension, celle-ci rompait. On étudiait le niveau du stress qui existait à ce moment-là. Et donc, par extrapolation, le stress est devenu quelque chose qui parle beaucoup plus largement
de tous ces moments où nous sommes en tension et qui peuvent nous mener éventuellement à une rupture. Et déjà, à travers ça, on voit que les discours que l'on entend parfois disant que le stress peut être bon est quelque chose qui signe qu'on n'a pas compris la différence qui existe entre le stress et la motivation. Le stress, si vous voulez, si vous envoyez un chien enragé courir derrière quelqu'un, c'est évident que la personne va courir plus vite qu'elle n'a jamais couru. La question qu'il faut se poser, c'est combien de temps et dans quel état elle va arriver à destination. Le stress a toujours une facture. Je ris parce que l'autre soir, j'ai vu quelqu'un courir très très vite à cause de mon chien. Oui. Je vous assure Voilà. qu'il courait très très Alors vite. que la motivation est un fait de l'interne. La motivation, c'est ce qui conduit l'individu à se booster pour et à se gagner, motiver pour aller combattre, atteindre un résultat, etc. Et c'est quelque chose de totalement différent. L'angoisse et l'anxiété sont des éléments qui viennent de l'histoire de l'interne, des vécus de la personne, de ses constructions, de ses affects, de la manière avec laquelle elle perçoit le monde. C'est des peurs, finalement, Voilà. l'anxiété, mais qui sont souvent fantasmées, oui, c'est Oui. ça. Mais l'autre jour, nous avions Frédéric Fanget, psychiatre, qui disait que de toute façon, l'anxiété, elle peut être bénéfique, elle est presque parfois même normale. C'est normal d'être anxieux parfois face à l'approche d'un examen, ou des choses comme ça. Oui. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui, ça dépend ce que l'on met derrière le mot anxiété. C'est comme la question du doute, ou etc. Le doute est toujours positif à condition qu'il ne devienne pas critique. La critique ou le dénigrement, Le juste milieu. voilà. On revient à la médecine chinoise. L'anxiété conduit à s'interroger. L'anxiété conduit à aller donner du sens aux choses. L'anxiété conduit l'individu, l'oblige même à revenir à un peu de rationalité. Parce que quand vous arrivez à mettre les situations ou les contextes anxiogènes pour une personne dans un référentiel de rationalité, à partir de ce moment-là, une grande partie des éléments anxiogènes disparaissent. Alors aujourd'hui, il semblerait qu'il y a 25% de plus de personnes anxieuses qu'avant la Covid. Je ne vois pas pourquoi. Comment ça vous Non, mais je plaisante. Oui, c'est bien ce qui me Nous semble. venons de traverser 3 années dans lesquelles, quelles qu'en soient les raisons, etc., la société nous a déversé une information à 90% anxiogène. Tout était devenu risque. Tout était devenu quelque chose qu'il fallait craindre. Nous sommes en guerre. Tout était devenu quelque chose dont il fallait se protéger, contre lequel il fallait lutter, etc., etc. Nous avons à l'intérieur de nous-mêmes des systèmes qui participent à ça. Ça s'appelle le système immunitaire, ça s'appelle les actes réflexes, ça s'appelle les surrénales qui permettent de répondre à un certain nombre de situations, on aura l'occasion de l'évoquer, etc. Et qui sont destinés à répondre à ça. Si par exemple je mange un magnifique œuf mayonnaise, j'ai au niveau du foie et de ma vésicule biliaire des énergies suffisantes pour arriver à gérer ça. Si j'ai un régime qui fait que petit déjeuner, dîner du soir, à chaque fois j'ai des œufs mayonnaise, il y a un moment donné, ce système ne tiendra plus. Nous sortons d'une période dans laquelle nous avons épuisé nos capacités de répondre à l'anxiété et à l'angoisse. Et c'est ce qui fait que nous sommes aujourd'hui encore dans une espèce, ce qu'on appelle la thanatose chez les animaux, quand ils ont été pris par un prédateur, où ils s'arrêtent, ils rentrent dans une inertie totale et ils attendent la mort. Et nous sommes arrivés dans un moment donné où malheureusement beaucoup de personnes sont dans cet état-là. Pardon. Alors, excusez-moi. Oui, je vous en prie. C'est le stress aussi, ça. Ça doit être ça. Ça doit être Ça me coupe la parole. Oui. Non. Ce que je voulais dire, c'était une anecdote que m'avait donnée un autre psychiatre, Patrick Lemoine, qui disait les médias ne cessent de faire sonner le tosquin, sauf qu'à l'époque où on sonnait le tosquin, les gens pouvaient se réfugier dans le château fort et étaient protégés. Ou dans l'église, oui, bien sûr. Voilà. Donc aujourd'hui, finalement, les médias continuent à faire sonner le tosquin et Oui. puis personne ne peut se protéger. Et donc l'anxiété ne va continuer à augmenter. Oui, c'est un problème suit culturel, sociétal, existentiel, etc. Mais que l'on connaît, puisque la tradition nous racontait ça aux enfants avec l'histoire de Pierre et du loup. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire se dire que chacun vivons l'instant présent et puis on verra bien demain. Au niveau individuel, à minima par rapport à ce qui est la question des angoisses, un premier truc qui va déjà déblayer un petit peu le terrain, c'est dès qu'une angoisse émerge, c'est de quoi ai-je peur ou qu'est-ce que je risque. Juste essayer de poser ces deux questions-là. Quel est le domaine que ça pourrait Plein de toucher fois, je ne pourrais pas répondre. Mais un certain nombre de fois, je pourrais répondre. Il y a déjà quelque chose qui sera balayé. Face au stress,
il faut identifier qu'est-ce qui est le vecteur stressant. Quel est le niveau de pression? Parce qu'il faut comprendre que le stress a une origine qui est extérieure, mais il peut être dramatisé par la manière avec laquelle on l'interprète et on le perçoit. Bien sûr. Et alors, quelle est la principale manifestation dans notre corps quand on est anxieux ou stressé? Alors, pour le stress, c'est très simple. L'énergie qui gère les stress, la zone corporelle qui gère le stress, ce sont les reins et les glandes surrénales. Et donc ça a pour incidence, dans un premier champ au niveau physique pur, c'est que toute personne en état de stress se met en sous-ventilation. La respiration remonte au niveau claviculaire, voire si le stress augmente, la personne se met en apnée. Or, il faut savoir qu'à partir du moment où le champ respiratoire, la ventilation du corps diminue, la capacité à oxygéner correctement le cerveau, donc notre capacité à analyser correctement la situation, va s'effondrer. Et qu'à partir de là, eh bien, on aura de plus en plus de mal à prendre de la distance et du recul face aux choses. Et c'est quelque chose de terrible, parce que ça sera un petit peu comme à un moment donné, la grenouille, dont la couleuvre s'est mise dans son dos, a ouvert sa gueule, c'est la grenouille qui va sauter dans la gueule de la couleuvre. C'est-à-dire que nous serons tellement pris dans la dimension du stress qui va nous hypnotiser et que nous allons aller vers quelque chose qui obligatoirement va nous déstructurer ou va nous détruire. Pour ce qui est de l'angoisse, c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué. Quand on est véritablement confronté à des angoisses, il peut arriver qu'on ait besoin de se faire aider. C'est en tout cas ce que semble être le cas, puisque de plus en plus les psys ont de plus en plus de patients depuis justement la puis Covid. on voit exploser les prescriptions d'antidépresseurs, d'anxiolytiques et de choses comme ça. Avant d'en arriver là, essayer... alors moi je vais prêcher pour ma paroisse. Évidemment que la technique du shiatsu est quelque chose qui va pouvoir faire baisser la pression, qui va pouvoir restaurer un champ respiratoire qui soit un champ respiratoire correct, qui va pouvoir aller stimuler les énergies qui conviennent. Après, c'est à voir, et c'est comme on dit, en fonction du degré d'avancement des travaux. Si nous sommes dans un état d'angoisse, qui est un état d'angoisse importante, qui va jusqu'à perturber le sommeil, les repas, l'appétit ou la relation qu'on a aux autres, on voit malheureusement énormément de jeunes et d'adolescents qui s'enferment dans leur chambre, qui vont de moins en moins en rencontre avec le monde. Là, il y a véritablement à prendre des choses sérieusement. Bien sûr. Et bien, si vous avez envie de conseils, si vous avez envie de mieux comprendre, vous nous appelez sur Sud Radio au 0826 300 300. C'est Carole qui est avec nous dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Michel Odoul est avec nous, auteur de « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi ». Et c'est aux éditions Albin Michel, et c'est d'ailleurs ce qu'il va faire avec vous, bien sûr, si vous nous appelez sur Sud Radio. Bonjour Carole. Bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez une phobie du milieu médical? Oui, précisément. Vous voyez, rien que de vous parler, je suis un petit peu angoissée. Alors effectivement, ça a commencé... On n'est pas médecin, nous. On n'a rien à voir non, avec le milieu. pas du tout, mais voilà, je pense stressée de nature. Voilà. Voilà, donc ça a commencé en fait en 2015 où j'ai été diagnostiquée avec des polypes donc à l'intérieur de mon utérus, et donc j'ai eu une première intervention en février 2015, une intervention bénigne, je dirais, mais que j'ai très mal vécue, vraiment très très mal vécue. Donc à partir de là, j'ai eu une tension assez élevée, diagnostiquée par le médecin, où j'ai été quelquefois à plus de 24/10 de tension. Donc j'en ai pas tenu compte, je suis allée voir un cardiologue, mais voilà, j'étais tellement en panique, un petit peu comme disait Michel tout à l'heure, que je n'avais plus j'arrivais plus à respirer, j'étais complètement asphyxiée, d'où je n'arrivais plus du tout à penser et à savoir quelle voie prendre. Voilà, puis le temps a passé et il se trouve que j'avais des règles absolument hémorragiques, et un jour j'ai décidé, exactement il y a 1 an, d'aller consulter une gynécologue. Donc j'ai changé de gynécologue, et là elle me dit que j'avais donc 2 fibromes d'environ 4 cm et que c'était eux qui me provoquaient ces saignements, et que je réfléchisse exactement à mon futur et que l'intervention serait bénéfique. J'en ai toujours pas tenu compte, et le temps a passé jusqu'au mois de janvier 2023 où là j'ai fait une hémorragie assez dramatique, je dois dire, et j'ai toujours nié
le fait d'avoir eu cette hémorragie jusqu'à la prise de sang qui s'est avérée dramatique et où le médecin m'a appelé vraiment pour m'alarmer de la situation. Donc là, j'ai pris les choses en main et j'ai décidé donc d'aller voir la gynécologue et de me faire opérer. Ce qui a été fait la semaine dernière. Voilà, donc j'ai essayé de reprendre confiance en moi et surtout confiance au milieu médical pour lequel j'avais l'impression d'avoir loupé quelque chose. À savoir surtout qu'en parallèle, je suis suivie en acupuncture. Ouais. Et qui m'avait fait énormément de bien, mais effectivement n'avait jamais réussi à sécher ces fibromes. Vous savez d'où vous vient cette phobie du milieu médical parce qu'il y a certainement une origine à ça. Honnêtement, je pense que c'est par rapport à cette première intervention où j'ai eu l'impression d'avoir été un morceau de viande, avoir eu énormément de peur et n'avoir jamais été entendue. Et à partir de là, j'ai vraiment fermé les portes sur le milieu médical. Voilà. D'accord. Et, mais je pense que c'est vraiment à partir de là où ça a été vraiment. Alors, il est vrai que très souvent dans le milieu médical, on rencontre des personnes qui sont très factuelles, avec des comportements très opératoires, mais en même temps, ça doit sans doute aussi faire écho à quelque chose de votre propre histoire, de votre propre nature, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de poser comme question à Michel Odoul ? Alors déjà, là, à l'heure actuelle, j'ai donc toujours une tension qui est très élevée. Donc je me dis que j'ai déjà fait le premier pas au niveau de mon utérus et de mon vagin parce que un de mes fibromes avait été accouché sur le vagin. Et aujourd'hui, j'ai une tension qui reste toujours très très élevée. Donc la dernière fois que j'ai vu le médecin, j'étais à 24-12. Et effectivement, je suis quelqu'un de stressé. Et là, en fait, j'ai toujours peur d'avoir peur. Voilà, j'anticipe toujours des tas de choses et j'ai toujours mon esprit qui est toujours en train de penser comme un petit vélo, vous voyez, ça tourne, ça tourne. Bah, félicitations, voilà. Ça marche bien. Oui. Utilisez cette capacité, cette mécanique, mais non pas pour vous faire monter la tension, mais pour la faire baisser. Vous savez, il y a énormément de choses dans dans votre témoignage, dans ce que vous dites. Il y a à la fois ce qu'est le fibrome et la zone corporelle dans laquelle il se situe, cette phobie dont vous parlez, dont on peut éventuellement effectivement aussi parler, et puis ce qu'est la question de l'hypertension artérielle. Très globalement, si vous voulez, on va contourner la chose. Si je vous dis enfant, qu'est-ce que ça vous dit ? Bébé. Oui. Mais encore. Et bébé, ça vous dit quoi ? Le bien-être, oui, d'accord, ça c'est le cerveau. Ça c'est le cerveau qui répond. Moi, je voudrais que ce soit le cœur qui me réponde. Ouais, Petit bébé, ça veut dire quoi pour vous ? C'est étonnant parce que la réponse, tout le monde l'a au bout des lèvres et vous ne l'avez pas, Carole. Hein. Non, je ne l'ai pas. Et même j'ai beau réfléchir, je ne l'ai pas. Bon. Et pourtant, quand même, bébé. Mes parents, la bienveillance, ma maman, je ne sais pas. Quand même, on y arrive. Oui. Mais vous ne savez pas. Hein. Vous n'êtes pas sûr que c'est la bonne réponse. Hein. Est-ce indiscret de vous demander votre âge ? J'ai 55 ans. Je vais sur mes 56. Alors très globalement, si vous voulez, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire derrière tout ça ? Mais on va déjà faire une petite pause et on va retrouver Carole dans un instant. D'accord. On ouvrira Soisic Bella, notre Sexy News dans quelques instants, mais on va redonner la parole à Carole qui est avec nous. Donc Carole, le bébé, ça vous fait penser à quoi ? Alors j'allais dire à la maternité, au câlin. Alors après bébé, est-ce que ça peut parler de moi bébé ou est-ce que de moi en tant que maman et ayant eu des enfants, des bébés ? Je pense que je suis loin de la réponse. Je pense que oui, vous avez commencé à un peu saisir les choses, d'autant plus que je ne sais pas si vous vous entendez parler, mais quand on en est au stade de dire que le deuxième fibrome, vous l'avez accouché dans le vagin, oui. C'est difficile d'être plus explicite quand même. C'est vrai. Donc ça parlait finalement de mes propres accouchements. Peut-être.
et de votre propre anxiété à créer ou à procréer, à être digne et être capable de le faire, et être capable de le faire dans les temps. Parce que c'est là où on va rencontrer la question de l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle est la pression qu'on se met, au propre comme au figuré. Et si on se met de la pression, c'est parce qu'il y a un sentiment d'urgence. Il y a quelque chose d'inabouti sur lequel on voudrait pouvoir le faire avant l'échéance finale. D'accord. Alors ça, c'est une certitude. J'ai donc eu 3 enfants. J'ai l'impression que ma fille aînée, j'ai réussi mon rôle de maman. Mais effectivement, j'ai mes 2 garçons où j'ai l'impression que là, c'est carrément le couple où nous n'avons pas réussi notre rôle de parents. Vous avez eu combien de fibromes ? 2. C'est bien, vous commencez à saisir les choses, Carole, bravo. Je suis en train de comprendre complètement les choses, oui. C'est ça. Et c'est vrai qu'en fait, moi, ce qui m'inquiète, parce que des fois, je réfléchis à ma situation, donc ça tourne, mais je me dis que est-ce que finalement tout le monde est à sa place ? Est-ce que le père de mes enfants est à la place de père ? Est-ce que moi, je suis vraiment à une place de mère ? Et est-ce que mes enfants sont à une place d'enfant ? Oui, bien on peut rajouter, si vous voulez, à votre réflexion, est-ce que la société est à sa place ? Est-ce que le monde est à sa place ? Est-ce que la terre est à sa place ? Est-ce que Dieu est à sa place ? C'est-à-dire, vous savez, ce genre de question est quelque chose qui est destiné pour vous à générer un écran de fumée sur le fait qu'il y a pour vous fondamentalement à accepter qu'une partie de ce qui se passe ne vous appartient pas et que vous ne pourrez pas le gérer et le maîtriser. Et qu'il n'y a pas de pression à se mettre par rapport à ça. Ce niveau d'exigence-là, il n'a pas lieu d'être et il n'a pas de sens. Il ne faut pas oublier que cette urgence que vous vous mettez, avec cette pression que vous vous mettez, par rapport à une échéance qui est celle que on fantasme à travers vos enfants, c'est une échéance extrêmement basique et simple, qui est viscérale et qui est archaïque, qui est la mort. On trouve derrière l'hypertension artérielle une peur inconsciente de la mort. Et d'ailleurs, en homéopathie, la préparation qui traite l'hypertension artérielle en dilution basse est celle qui traite la peur de la mort en dilution haute. Et donc, il y a véritablement à pacifier quelque chose et à accepter que ce pan de vous-même que vous avez porté à l'intérieur de vous-même, dont vous avez accouché aujourd'hui, qui s'appelle vos 2 garçons, eh ben oui, peut-être qu'il faut que vous les lâchiez et que vous compreniez que vous n'en avez plus la responsabilité, même si la présence, ce que vous leur apportez, ce que vous avez pu leur montrer au niveau éducatif, etc., est quelque chose d'important. Et ce qu'est cette espèce de manière avec laquelle vous vous êtes fabriqué une angoisse par rapport au médical, c'est une stratégie de fuite. Parce que bien sûr que le médical, symboliquement, devait être sans doute quelque chose qui représentait une intrusion majeure, puisqu'il allait fouiller dans une zone de l'intimité la plus profonde de vous-même. C'est vrai. Oui, bien sûr. Mais il n'en demeure pas moins que c'est ce qui allait peut-être vous aider aussi à vous débarrasser de quelque chose. Donc ne percevez pas et ne concevez pas, même si les conditions dans lesquelles les choses se sont faites ont pu ne pas vous satisfaire, ne soyez pas dans la confusion et ne faites pas un adversaire de quelque chose ou d'une structure ou de quelqu'un qui n'en est pas. Faites en partie confiance. Vous avez été conduit à le faire avec cette gynécologue. Et je pense qu'il faut que vous preniez absolument en main cette question d'hypertension artérielle au niveau où vous en êtes. Oui. Vous ne pouvez pas dénier. Non, là je peux pas dénier, c'est sûr, parce que là c'est mes artères qui sont en pression et effectivement. Qu'est-ce que c'est qui est en pression ? Mes artères. Oui. Puisque j'ai de la tension artérielle, c'est que mes artères sont continuellement en pression. Et oui, et pourtant les artères, c'est là où la vie est censée circuler. Et oui. N'oubliez pas une chose, les cimetières sont pleins de gens indispensables. C'est vrai. C'est vrai. Bah écoutez, Carole, je crois qu'il faut que vous... Prenez soin de vous, prenez soin de vous. Exactement, hein, c'est le message qu'on vous donne. Oui, merci. Prenez soin de vous et puis vous ne serez pas parfaite parce que personne ne l'est de toute façon. Exactement. Et puis, oui, lâchez un peu. C'est ça. Bon, en tous les cas, merci beaucoup Brigitte, merci Michel. Merci à vous Carole, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
On continue avec Soisic Belin qui nous a rejoint. Vous êtes journaliste et vous allez nous parler de la famille. Je vais vous parler de la famille. Parce que qu'est-ce qu'une famille finalement? C'est un foyer. Classiquement, ce sont 2 parents et un enfant ou plusieurs enfants. Très classiquement, c'est un couple hétéronormé avec 1 ou plusieurs enfants. Et qu'est-ce que faire famille? C'est l'acte de construction de cette même famille. Et il est vrai que lorsqu'il s'agit d'un couple hétérosexuel, ça passe par le fait de faire des enfants. On devient famille. C'est un peu le cheminement classique. L'étape d'après, c'est le signe de l'engagement. C'est souvent comme ça que c'est perçu de manière plus ou moins consciente d'ailleurs. L'enfant scelle le contrat, le pacte tacite. Notre société est faite ainsi, elle anime en nous un feu sacré, celui qui vous donne envie de devenir parent pour passer du statut de couple à un autre statut, celui de parent et de famille. Cette dernière phrase, je l'ai entendue souvent, et quand elle n'était pas dite comme ça, c'était tout comme. Et moi, je me suis posé la question, à une époque où je n'étais pas encore mère et où ma relation n'était pas un couple parce qu'elle était minée de toutes parts, je me suis demandé qui était ma famille. Alors sans pathos aucun, je me suis posé cette question comme une vraie question sociologique. Alors évidemment, il y a ma famille de sang au sens large, les cousins, les oncles, les cousines, les tantes. Ma famille de sang au sens proche, par définition sociétale, dans laquelle je pourrais ajouter mon père. Mais bon, même si lui et moi, nous ne sommes pas proches et nous n'avons pas très peu vécu ensemble dans le même foyer, donc dans la famille. Et puis lui-même a refait famille. Et puis ma famille de sang très proche, dans laquelle j'inclus ma mère et mon frère. Alors, arrivé à la trentaine, je me suis demandé, en regardant autour de moi, si moi aussi, j'avais ce pouvoir, celui d'un jour créer ma famille. Cet homme avec qui je sortais n'était donc pas ma famille, sa famille à lui non plus n'était pas ma famille. Alors, je me suis demandé si mes amis, mes proches, mes amis à ceux qui me soutiennent, ceux que je soutiens, si eux-mêmes étaient ma famille. Alors pourquoi toutes ces questions pour un mot si simple que la famille? Parce qu'il revêt cet aspect sentimental. Au-delà d'être une simple définition permettant une connexion sur un arbre généalogique, ce mot a un sens si fort que oui, on veut tout savoir et faire famille. Alors pourquoi cette longue introduction aussi? Parce qu'Océan, le comédien et réalisateur Océan, vient de sortir son nouveau documentaire disponible sur France Télévisions et il m'a bouleversée dans le sens où toutes les questions qui sont les siennes dans ce film et qui lui permettent donc un fil conducteur, je me les suis moi-même posées. À savoir, qu'est-ce qu'une famille? Le concept est-il muable? Est-ce nécessaire d'avoir du même sang? Faut-il qu'il y ait un enfant dans l'histoire pour faire famille? A-t-on besoin de s'estampiller famille pour valider la relation dans la durée? Le concept de famille est-il en train d'évoluer? Parce qu'on ne va pas se leurrer, le modèle familial en France n'est pas le même qu'au Niger, qu'au Brésil ou même qu'au fin fond de la Sicile. Dans ce documentaire, en 4 parties, Océan et la comédienne et podcasteuse Sophie-Marie Larouille partent à l'aventure et au programme, il s'agira d'une grosse introspection intime mais aussi sociétale. Sophie-Marie Larouille a 38 ans, elle se retrouve célibataire, elle n'a jamais eu d'enfant avec ses compagnons. Une part d'elle leur en veut d'ailleurs de ne pas lui avoir fait d'enfant. Une autre se questionne sur son désir d'enfant. Est-ce que ça vient des tripes? Est-ce que c'est la solution pour combler un manque affectif, pour donner un sens à sa vie? Est-ce que c'est la solution sine qua non pour assurer la durée d'une relation? Alors quand moi je me suis lancée dans mon parcours de PMA, en solo, nombreuses sont celles qui m'ont posé la question du désir et surtout de la raison. Le corps médical beaucoup moins que le tout un chacun. Pourquoi? Un enfant seul? Pourquoi ne pas construire une famille? Alors que c'était tout bonnement ce que j'étais en train de faire, construire ma famille. Certes inhabituelle, peut-être pas très grande, peut-être que pour correspondre à un modèle plus classique, il aurait fallu un homme ou une femme, mais un acte d'amour qui serait à l'initiative de cet enfant. Et je rassure tout le monde, de l'amour il y en a, de la réflexion sur le bien-être de l'enfant aussi, encore davantage que dans un couple hétéro-classique où la réflexion finalement est la plupart du temps limitée, puisque c'est la normalité de l'acte qui prime. Alors pourquoi notre société si ouverte, si évolutive, se complète-t-elle toujours autant dans cette recherche de la norme ? Au fil du reportage, Sophie-Marie Larouille et Océan interrogent des médecins en France, en Belgique, des familles différentes, en solo, comme la formidable Johanna Luisen que j'embrasse, des familles en trio, des familles composées d'amis ayant eu un enfant ensemble, la coparentalité, ayant fait le choix de distinguer amour et parentalité, des familles homosexuelles, des enfants adoptés et des enfants issus de PMA, ceux que l'on écoute peu et à qui on vole souvent la parole en y projetant des peurs. Alors pour ceux qui, pour se rassurer, ont besoin d'un schéma classique, je ne peux que vous conseiller ce documentaire qui vous fera voir tous les possibles autrement. Pour ceux qui se questionnent sur la famille, aussi, regardez ce documentaire. Et pour ceux qui ont besoin de se rassurer, de vivre dans un schéma différent, ce film est aussi fait pour vous. Ça s'appelle Faire famille, c'est une production Black Dynamite. C'est produit par Sarah Brucker avec Océan Michel et Sophie-Marie Larouille sur France Télévisions. Je vous le conseille.
On a bien compris et on comprend aussi pourquoi vous nous le conseillez, Soisy forcément. Évidemment. Non, mais je crois que c'est vrai que le concept de la famille a énormément évolué depuis 50 ans, ça c'est clair. Après, la seule chose sur laquelle je reviendrai par rapport à ce que vous avez dit, après, bien sûr qu'aujourd'hui chacun fait la famille comme, je ne vais pas dire comme il veut, mais comme il peut, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Effectivement. Mais je pense que le concept de la norme est quand même important dans une société quelle qu'elle soit. Et le jour où on va complètement détruire la norme, que ce soit la norme du couple, de la famille ou de je ne sais quoi d'autre, eh bien, on ne sera pas loin du chaos. Donc attention à ne pas trop vouloir absolument toujours déconstruire les normes, me semble-t-il. Oui, je crois que le débat est totalement biaisé aujourd'hui parce que nous sommes baignés dans une pseudo-culture d'évolution et etc. sur tous ces schémas-là. Je crois qu'il faudra laisser passer du temps, il y aura quelques dégâts et etc. Il faut savoir si on parle de la famille dans ce qui est la représentation sociétale et médiatique ou si on parle de la famille dans ce qu'elle est en résonance par rapport à soi. La famille, c'est le creuset des racines. Et donc, à partir de là, c'est quelque chose qui est universel, archaïque et archétypique, et que toutes les théories, quelles qu'elles soient, qui sont des constructions du cortex humain, ne sont que des théories. Il suffit d'observer le règne de la vie dans d'autres dimensions que celui de l'humanité pour constater qu'il y a quelque chose de formidable dans la famille, parce que ça constitue un lien et qui est une zone, en fait, dans laquelle tout individu sait que quelque part, à un moment donné, quand il en aura le besoin, il pourra retourner, quelle que soit la forme ou la manière dont ça se passe. Et que c'est quelque chose qui est un petit peu différent de ce qui en est présenté aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il doit y avoir une vraie désespérance et une vraie déshérence. Donc ça peut être intéressant de regarder ce documentaire parce que beaucoup de gens ne savent plus. Beaucoup de gens ne savent plus. Beaucoup de gens croient qu'ils se construisent en rejetant la famille. D'autres croient qu'ils existent et qu'ils se construisent en se soumettant à la famille, et etc., etc. Mais tout ça n'est que la signature du fait qu'il y a une espèce de vacuité intérieure parce qu'on n'a pas appris à construire quelque chose à l'intérieur de soi et qu'on n'est que l'image de ce que les autres nous renvoient. Oui. C'est... Après, ce que je trouve intéressant, c'est la famille aussi, ce côté très affectif et sentimental. Et est-ce que justement on ne peut pas construire sa famille autrement que par des liens du sang qui nous sont imposés? Quand on parle du manque du père, c'est ce qui revient souvent dans les questionnements, notamment PMA en solo, etc., etc. Est-ce que c'est pas plus compliqué pour un enfant psychiquement? La souffrance n'est pas plus forte de savoir qu'on a un père, mais qu'il est totalement absent, parce qu'en fait, finalement, pour des raisons diverses et variées, mais juste, peut-être que nous, on n'a pas conscience de ces raisons, et on va les prendre pour nous, très personnellement. Est-ce que c'est pas ça qui est plus douloureux que de se dire qu'en fait, il n'y a pas de père, mais il y a un géniteur, il y a quelqu'un qui a offert son sperme pour que cette femme puisse avoir un enfant? Ça n'existe pas, ça. C'est dans ce qui est le besoin profond d'un être, dans ce qui est la construction de l'être et de l'âme, ça n'a pas de sens. Dans les besoins les plus profonds de l'être, l'enfant qui naît et qui vient, il a besoin d'un certain nombre de critères et de repères en interne et dans ce que le monde extérieur lui renvoie. Si on laisse tomber le réel, on risque en effet de Bon, je vais prendre l'exemple symboliquement de l'arbre généalogique. C'est intéressant, hein, on parle de l'arbre généalogique. Bon, un arbre, si les racines ne sont pas ancrées, profondes, il va avoir énormément besoin de tuteurs pour arriver à tenir debout et à continuer à pousser et à grimper et à grandir. Donc, je crois quand même qu'il ne faut pas oublier que nos racines, puisque vous parliez des racines, hein, Michel Odoul, elles sont fondamentales pour la construction d'un être. C'est ce qui crée la stabilité et la durabilité. Alors c'est vrai que ce que vous évoquez est une souffrance qui existe, et qui est une souffrance véritable. On peut se dire qu'on va se constituer la famille dans des relations sentimentales ou affectives ou avec des amis ou etc. Sauf que le jour où il y a un problème ou etc., vers qui va-t-on se tourner? Ça sera la vraie question à se poser. Déjà, on va voir qu'une grande partie du paysage que nous avons construit va disparaître. La deuxième des choses concernant ça, et qui est une grande différence, c'est que quand vous êtes dans une famille où vous avez constitué des liens avec des gens, avec qui vous avez de la sympathie, de l'amitié, ou etc., c'est une espèce de famille, tout ça c'est très agréable. Qu'est-ce qui peut permettre de comprendre à ce moment-là que quand on a dans une famille biologique, en revanche, des liens ou des relations qui sont extrêmement difficiles, douloureux, conflictuels, avec quelqu'un qui est un des membres
réel de cette famille-là, on continue malgré tout à chercher le lien et à vouloir le constituer, à vouloir le pacifier ou à vouloir le cicatriser. Parce que l'accroche, elle est ailleurs. Elle n'est pas dans ce qu'est la construction du conscient. Elle est dans des espèces d'innéités fondamentales dans lesquelles une partie de ce que nous sommes est là. Et c'est avec cette partie-là qui, si elle a été absente, si elle a été violente, si elle a été maltraitante, si elle a etc., on continue malgré tout à vouloir essayer d'aller arranger ou pacifier des choses. À réparer. Parce que c'est viscéral. C'est quelque chose qui est viscéral. Et nos sociétés posent les questions, produisent les problèmes, fabriquent les situations qui gèrent ça, mais il faut poser les questions, parce qu'effectivement, cette souffrance, elle est réelle. Voilà, vaste débat, sur la famille. Oui, oulala, on n'aura pas fini d'en parler, surtout dans cette émission, évidemment. Vous pouvez réagir, bien sûr. Merci Soisic Belin, en tout cas. Et vous pouvez réagir sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Si vous avez du stress, de l'anxiété, que vous voulez comprendre comment gérer tout ça, Michel Odoul est avec nous, auteur de 10 mois où tu as mal, je te dirai pourquoi, aux éditions Albin Michel, bien sûr. Augmenté, c'est la version augmentée qui est ressortie et qui marche toujours très très bien, évidemment, mais ça, personne n'en doute. Bonjour Marie. Bonjour Brigitte. Bonjour Michel. Bonjour. Donc vous avez tendance à beaucoup tousser et vous pensez que c'est dû au stress? Alors, voilà, l'objet de mon appel, c'est ça. C'est une toux, des sécrétions récurrentes, permanentes, qui font que je raclouille tout le temps, que je tousse. Je pense que c'est lié à une acidité gastrique, mais peut-être pour replanter le décor, il faut savoir que c'est vrai que quand je suis en stress, ça augmente. Et pour aller un peu plus en amont, j'avais avant beaucoup plus de stress. Maintenant, j'ai un peu plus de 60 ans. Et je suis déjà née dans un contexte, un milieu très anxieux. Voilà. C'est-à-dire vos parents sont des gens très anxieux? Ma mère et puis ma grand-mère qui était excessivement anxieuse. Sauf que moi, ça s'est vraiment biologisé, traduit en angoisse. Et je suis la première de la famille à avoir pris des anti-anxiolytiques et des antidépresseurs pendant 10 ans. Et donc, je travaille sur moi depuis très longtemps. Depuis l'âge de 20 ans, j'ai fait des formations depuis. J'ai aussi très vite fait de l'astrologie pour mettre du sens, comprendre de l'intérieur, fait des psychanalyses, etc. et des formations. Et donc, c'est vrai que l'angoisse ne peut pas se résoudre comme ça, à l'antenne comme ça, mais il y a quelque chose... Qu'est-ce que vous avez trouvé dans votre recherche personnelle déjà? Il y a beaucoup d'insécurité. Avant, je faisais des attaques de panique, de la spasmophilie. En astrologie, il faudrait regarder votre Mercure, par exemple. Oui. J'ai beaucoup trouvé de choses dans mon thème, puisque j'en fais depuis l'âge de 20 ans. Simplement, c'est plus fort que ce que je peux trouver. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il y a beaucoup de transgénérationnel, effectivement, mais j'arrive pas à m'en dégager. Je n'ai plus que me faire évoluer, en fait, en anxiété, en stress. Donc vous continuez à tousser régulièrement et depuis 20-25 ans maintenant, en permanence. Tout le temps, au réveil, toute la journée. Et voilà. Mettez une souris devant votre bouche, ça va faire sortir le chat. Voilà, c'est un chat. C'est un chat et quand je suis en stress. Donc voilà, ça le fait systématiquement quand je suis en stress. Mais des fois, je suis pas en stress et comme ça, c'est chronisé depuis 20 ans. Voilà. Et l'objet de mon appel, c'est peut-être de trouver ce qui fait lien, enfin, ce qui peut avoir biologisé ça, ce qui m'a peut-être réactivé sur quelque chose qui a été programmé avant en moi. J'arrive pas. Biologiser, vous avez beaucoup de choses dans tout ce que vous avez donné comme information. La première question, c'est quand vous dites, c'est des mucosités, vous avez beaucoup de mucosités, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Ça vous génère des quintes de toux ou pas? Ça me génère, le matin, c'est presque, des quintes de toux, et puis ensuite, ça se liquéfie un petit peu, et je l'expectore comme si je fumais 3 paquets de cigarettes par jour. Quoi. Oui.
Alors, sur le plan de la biomécanique, il y aura bien sûr il y a des réponses avec notamment l'énergétique, le shiatsu. Vous avez des énergies à travailler et à rééquilibrer qui sont à la fois sur la structure du poumon comme sur la structure de l'estomac. Vous évoquez l'estomac. Effectivement, derrière des problématiques comme ça, on trouve souvent aussi l'estomac et un peu d'acidité gastrique qui remonte et qui vient irriter au niveau de la gorge. Et s'il y a de l'acidité gastrique, l'acidité, c'est... on va dire la coloration qui est mise en lien avec l'énergie particulière qui est l'énergie du foie et de la vésicule, qui est celle qui est porteuse de la colère, et que sans doute il y a quelque chose qui est en train de vous dire que manifestement il y a un truc qui vous est resté sur l'estomac et qui vous met très en colère. Qu'ensuite, derrière ça, la mucosité, eh bien, c'est ce qui est destiné normalement à engluer les poussières, à les empêcher d'aller plus profondément dans les poumons. Et on a des petits cils à l'intérieur des poumons qui permettent de les faire remonter et qui permettent de les évacuer. Et quand les mucosités sont très présentes, eh bien, on a quelque chose qui est un petit peu englué. Et en fait, vous êtes sans doute confronté à ce que l'on dit souvent à des personnes qui ont quelque chose en travers, puis qui n'arrivent pas à le faire sortir, à le dire, qu'il serait temps qu'elles crachent le morceau. Et vous êtes vraiment dans cette situation et dans ce cas de figure-là. Donc là-dessus, il faut vous faire réouvrir effectivement la zone haute du corps pour étirer, ouvrir les axes claviculaires. Et il va falloir peut-être faire un travail, vous faire accompagner là aussi à nouveau, non pas à travers un travail sur la compréhension corticale, mais sur le fait qu'à un moment donné, vous contactiez l'émotion qui est à la base de ça, et qui est une émotion dont la manifestation mucosité est aggravée par le stress, parce que le stress, il va générer un spasme au niveau bronchique. Oui. Donc vos bronches dans lesquelles il y a de la mucosité, si elles se resserrent, la mucosité devient plus gênante, alors que tant qu'elles étaient ouvertes, eh bien elles étaient évacuées naturellement et normalement. Et que par conséquent, il y a à nouveau, j'y reviens, à travailler sans doute le champ respiratoire et l'axe respiratoire, qui lui est porteur d'une symbolique extrêmement puissante et forte et double, qui est l'espace de vie que vous vous donnez, et la capacité avec laquelle vous acceptez de vous laisser inspirer par le ciel. Et là, on est vraiment dans quelque chose de symbolique extrêmement puissant. C'est-à-dire que il va falloir que vous vous permettiez sans doute de réaliser ce que vous avez à faire. Oui. Et ça, l'astrologie, normalement, devrait vous aider. Oui. Mais si vous ne trouvez pas vous-même la réponse, parce que vous savez, Marie, on ne trouve pas sa réponse tant qu'on n'est pas prête à la trouver. Et c'est en ça qu'il faut parfois se faire aider par quelqu'un qui va pouvoir vous dire des choses qui vont vous parler ou pas. Et si ça vous parle, eh bien, c'est que c'est la bonne réponse. Vous avez une soixantaine d'années, c'est ça ? Oui. Oui. Bon, vous abordez justement en astrologie le 3e défi uranien. Il va falloir vous en occuper. Et l'âge de Saturne. Eh bien oui, il va falloir vous en occuper. Oui. Et le ciel, il y a qui dans le ciel là-haut ? Là-haut, il y a... Symboliquement, je parle. Ma mère, non, c'est ça ? Non, symboliquement. Vous faites de l'astrologie au niveau céleste, ben vous avez donc tous les grands dieux et les représentations du Père. Ah, oui. Oui. Bon. Je vous ai entendu expirer. Non, pardon, là. j'ai plus de voix parce que je suis... voilà, je suis effectivement touchée par ce que vous dites. Voilà, ça, effectivement, ça met des mots dessus. L'espace de vie que je me donne, c'est... voilà, je l'ai pris en plein. Et c'est quelle inspiration j'ai à recevoir du ciel. Je suis en plein dedans. Oui. Simplement, j'en vois plus le bout, quoi. Voilà. Mais parce que vous ne regardez pas au bon endroit. Oui. Oui, redressez-vous. Voilà. Je me lève et je vois les épaules. Redressez-vous, ouvrez vos poumons, respirez et avancez. Vous avez encore du chemin à faire ? Mais beaucoup de chemin et beaucoup de choses à faire, et etc. N'hésitez pas, faites-vous aider, bien sûr, dans un travail corporel et énergétique, mais vous avez les clés. Merci Marie, en tout cas. Merci de votre confiance.
On continuera après les infos, bien sûr, avec vous. Vous pouvez nous rejoindre au 0826 300 300 si vous avez envie de mieux comprendre pourquoi vous êtes aussi angoissé, stressé, parce que en fait, les 3/4 du temps, bien sûr, c'est parce qu'on ne regarde peut-être pas là où il faut regarder, comme vient de le dire Michel Odoul. Alors, moi, je veux, en revanche, la réponse à ma devinette. Pourquoi on peut comparer les amours avec les champignons, Michel Odoul, à votre avis? C'est pas une question de maladie sexuellement transmissible. Hein. Non, c'est tout à fait autre chose. La pluie. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On continue avec Michel Odoul, créateur de l'Institut français de Shiatsu, de vous aider à mieux comprendre pourquoi vous toussez, pourquoi vous avez des petits maux du corps, parce que bien sûr, en remontant un peu à la source, on trouve souvent quelque chose qui parle bien sûr de nous. Alors, avant de donner la parole à Lisa qui nous a rejoint, je vous propose, Michel Odoul, de me donner la réponse à ma devinette. Pourquoi peut-on comparer les amours avec les champignons? Je sais pas, ils poussent après la pluie. Parce que c'est toujours quand on les a consommés qu'on sait s'ils sont de la bonne ou de la mauvaise espèce. Ah oui. Vous êtes bien d'accord, hein? Ah oui, voilà. Eh oui. Bonjour Lisa. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, Lisa? Alors, du coup, moi j'ai eu une cystite depuis, en fait, ça fait 4 mois. Mais en fait, c'est une fausse cystite. Ça m'est jamais arrivé et du coup, j'ai comme, enfin là, ça commence à partir. Mais j'ai comme des symptômes, de la cystite qui est hyper désagréable. Du coup, ça m'a un peu, tout mon système nerveux s'est un petit peu déglingué. Donc vous aviez vous avez envie d'aller tout le temps uriner et en même temps c'est pas une cystite parce que vous avez été voir le médecin, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Oui, parce qu'il n'y a pas d'infection. Voilà, il n'y a pas du tout d'infection et du coup c'est plus un stress de spasme, peut-être l'intestin, voilà. Mais du coup il y a eu, donc là, voilà, c'est mieux, mais je veux dire, ouais. J'ai pas forcément besoin d'uriner maintenant, mais ça m'a donné les mêmes symptômes ou les mêmes angoisses qu'une cystite quand ça vient d'un coup, quoi. Voilà. Un peu ma hantise. Du coup, là, je me suis tapé ça pendant 4 mois. Voilà. Et après, j'ai une tendance, je sais pas si je dis et tout, hein, j'ai une tendance de toute façon très anxieuse et un peu agoraphobe, claustrophobe. Voilà. Mais c'est venu d'un coup alors que j'étais bien. D'un coup, c'est-à-dire que vous n'avez aucune idée de ce qui aurait pu provoquer ça? En tout cas, la cystite, non. Voilà, il n'y a pas eu de. C'est venu, ça s'est enclenché comme ça. Ouais. Après, le côté anxieux, ça peut revenir. C'est un fond quand même que j'ai encore, malgré toutes mes études, quoi. Un petit peu dans le métier. Toutes vos études, c'est-à-dire Enfin, dans le métier, quoi. Voilà, je suis dans le bien-être aussi, et malgré tout ça, j'ai une hypersensibilité qui fait que je suis facilement anxieuse, voilà. Oui, alors il y a quand même beaucoup de choses dans votre question aussi. Alors, on peut faire déjà un premier degré d'analyse à travers cet état inflammatoire qui existe au niveau urinaire et essayer de voir si déjà derrière ça il y a un sens. La vessie, c'est ce qui nous permet d'éliminer les urines, c'est-à-dire les liquides organiques chargés de toxines qui ont été filtrés par les reins. Ouais. On est là en présence de ce que sont les déchets d'un certain fonctionnement. C'est-à-dire que dans les urines, vous trouvez les toxines, des choses dont on s'est nourri, qui nous ont été utiles, dont on s'est servi dans le corps, et puis qui, du fait de cet usage, sont devenues obsolètes et qu'on a besoin d'évacuer et d'éliminer. Et c'est ce à quoi nous servent les reins et la vessie. Lorsqu'il y a un état inflammatoire à ce niveau-là, ça signifie qu'il y a quelque chose et un état émotionnel qui rend ça compliqué, difficile, douloureux, et en même temps qui semble l'exacerber et faire qu'on ait besoin de sans arrêt de le faire. À partir du moment où, sur le plan physique, la vessie, c'est ce qui nous permet d'éliminer ces toxines, donc toutes ces structures dont nous nous sommes servis, mais qui se sont dégradées, eh bien, on peut poser l'hypothèse de dire que sur le plan psychique et sur le plan symbolique,
l'énergie de la vessie joue exactement le même rôle sur le plan psychique, c'est-à-dire qu'elle va nous servir à éliminer toutes les toxines intérieures, c'est-à-dire les références et les vieux schémas dont on s'est nourri, qui nous ont servi, mais qui sont devenus obsolètes, et qui, du fait de cette dégradation, si nous les gardons en nous, vont devenir des choses qui posent problème. Et nous avons donc un besoin de les éliminer, et qui est un besoin qui est plus ou moins intense et urgent en fonction du niveau de dégradation des références. On est dans des champs d'énergie qui touchent à ce que sont les archaïsmes de l'individu. Les reins et la vessie, ce qui est porteur dans le corps et ce qui constitue la charpente du corps, ce sont les grands archaïsmes de l'être humain, les grandes références majeures fondamentales de l'être humain. Et dans son rapport au monde et à lui-même, les deux archaïsmes fondamentaux de l'être humain, c'est le rapport aux ancêtres, c'est le rapport à la structure des parents, on a parlé de la famille tout à l'heure, et la vessie étant dans la dimension du yang, c'est principalement pour les cystiques une problématique dans la relation à l'image du père et dans la manière avec laquelle on la fantasme, dans la manière avec laquelle il représente une image forte, éventuellement impressionnante, et qui fait que lorsqu'on est affecté par cette problématique de cystite, il y a sans doute à s'interroger avec l'image du père, la représentation du masculin sans doute qui est en nous, et puis peut-être éventuellement une question que j'aurais envie de vous poser, c'est-à-dire si je vous dis jugement du père, qu'est-ce que ça représente pour vous? Jugement du père? Oui. Dans quel sens? Que lui m'a jugé ou je l'ai jugé? Je sais pas. Il sait jamais, Michel Deloul, c'est à vous de répondre, Lisa. Jugement du père. Qu'est-ce que vous avez besoin de lui prouver? Que je me débrouille toute seule. Ah oui. Et du coup, j'y arrive pas. Eh ben oui. Et du coup, cette cystite m'a empêché de bosser pendant des mois. Ben vous avez là la clé de vos angoisses. Bon, ça fait son chemin, là. Hein, Ouais. ça fait son chemin. Bon. Il est toujours vivant? Oui. Parlez-lui. Ouais, c'est pas évident. Parce que... Il stresse parce que je bosse pas assez. Et en même temps, voilà, il a une autorité très impressionnante. Il n'est pas à l'écoute. Mais oui, mais vous savez, plus un mec gueule, plus ça veut dire qu'il a peur. C'est ça, exactement. Je sais qu'il a très peur. Mais ça me... Ouais. Peut-être qu'il a peur Vous de avez vous. quel âge, Lisa? Moi, j'ai 43. Bon, c'est intéressant, 43 ans justement. Peut-être qu'il est temps de penser par vous-même et pas par votre père, quand même. Oui, je le fais pas consciemment. Mais ça me met une pression, de sentir... Oui, bien sûr, mais cette pression, il est peut-être temps de commencer à la faire baisser. À quand remonte la dernière fois où vous l'avez pris dans vos bras et vous lui avez dit que vous l'aimez? Jamais. Voilà. Faites-vous ce cadeau. Ah ouais. Et oui. Et en vous le faisant, vous allez lui faire. Vous allez découvrir quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est pas évident quand même. Qu'on n'est pas habitué. Non, bien sûr que c'est pas, c'est pas facile, mais en même temps, ça sera peut-être une manière de désamorcer cette tension que vous vous mettez pour absolument lui plaire. Parce que si vous voulez lui plaire, c'est pour lui prouver que vous l'aimez, au fond, d'une certaine manière. Ou que je le déteste. C'est un peu les deux, quoi. C'est la même chose. On est bien d'accord, Vous savez bien que... J'ai très peur, j'ai beaucoup peur de lui aussi, donc... Oui. Un peu... de toute façon, vous risquez d'aller mieux. Alors, ça vaut le coup de prendre le risque. Vous risquez... Non ? Il n'habite pas à côté, je ne peux pas le prendre tout de suite dans les bras, mais... Vous n'avez pas l'impression que c'est de l'objection sclérosante, ça ? Ah, ce que je viens de dire ? Oui. Oui, ma chère Lisa. Oui, peut-être. Comment on va échapper à cette chose que je n'ai vraiment pas envie de faire ? Ça va bien, il est loin, tout va bien. Exactement, ça c'est terrible, oui. Oui. Ça a toujours été ma phrase, d'être heureuse d'être loin de chez mon père, oui. Et pourtant, le lien, il est prêt. Ben oui. Ouais, je sais. Bon, écoutez, vous avez de quoi réfléchir pendant toute la journée, là, je crois. Ouais. D'accord ?
Ok. Merci Lisa. Merci. Merci, au revoir. Allez, on fait une petite pause et on continue bien sûr dans un instant avec vous au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, c'est un homme maintenant qui prend la parole sur Sud Radio, toujours en compagnie de Michel Odoul aujourd'hui, créateur de l'Institut français de Shiatsu. Bonjour Georges. Bonjour. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour Brigitte. Bonjour Georges. Bonjour. Alors moi je vous appelle concernant un problème récurrent qui arrive tous les ans à la même période et qui s'arrête tous les ans plus ou moins à la même période, c'est mes allergies. Eh oui, et pour cause. Voilà, alors moi ma période d'allergie commence exactement à partir du, on va dire 15 janvier et elle se finit à peu près au début mai, vers le 10 mai. Voilà, et tous les ans à cette période, c'est une horreur pour moi. Ah bah oui, surtout que ça dure quand même. Alors l'allergie, oui, vous n'êtes pas le seul, Georges. Je crois que ça va intéresser beaucoup de monde ce que Michel Odoul va vous raconter. Ouais. Alors le problème, c'est que le reste de l'année, je n'ai rien. C'est pas un problème, aucun ça. Problème. Enfin, non, c'est pas un problème. Mais c'est bizarre comment ça arrive vraiment à une période bien précise et ça va vraiment à une période bien précise et ça n'a pas été tout le temps. Ça fait, on va dire. Alors j'ai du mal à me situer dans le temps. Je dirais, allez, maximum une petite dizaine d'années. Alors je sais ce qui l'a déclenché. Ouais, c'est-à-dire, mais c'est quoi? Alors, en fait, c'est une amie à moi qui m'a dit d'aller faire, qui allait voir une naturopathe. Ça lui faisait beaucoup de bien, rééquilibrage alimentaire, tout ça. Bon, moi, je n'avais pas d'allergie avant. Bon, je lui remets pas la faute sur elle. Ça n'a rien à voir. Et depuis qu'elle m'a rééquilibré, on va dire alimentairement. Donc, c'est rien de particulier. Manger un peu plus de crudité, un petit peu moins de viande le soir, etc. Donc, c'est pas draconien, on va dire. Et bien, depuis que j'ai fait ça, mes allergies sont apparues. Ah bah, c'est une réussite. Oui, c'est moins qu'on puisse dire. Enfin, c'est étonnant quand même en janvier. C'est pas tellement une période. Tout dépend quel est l'allergène. Ah oui, bien sûr. Il faut dissocier. Là aussi, il y a beaucoup d'informations dans ça. Très globalement, d'abord, qu'est-ce que c'est que l'allergie ? L'allergie, c'est une surréaction du système immunitaire à des éléments qu'il considère comme étant des agresseurs ou des éléments qui peuvent mettre en danger alors qu'ils ne le sont pas. Ce qu'on appelle les allergènes. Notre système immunitaire, il est constitué d'un certain nombre de schémas, de structures et de références types, avec à la fois un système immunitaire instinctif inné, ce sont les macrophages, certains lymphocytes, enfin, etc., qui font que on est confronté à une bactérie ou à un corps étranger, il va répondre et il va être capable de nous permettre de résoudre la situation. Et une partie de ce système qui, elle, est acquise, et qui est celle qui se construit au fur et à mesure de la rencontre avec les éléments qui peuvent être des éléments pathogènes. Et donc toutes les maladies infantiles qui sont censées participer à la constitution de ce système immunitaire, etc., etc. Je rencontre un jour un microbe ou un virus que je ne connais pas, je vais tomber malade. Pour me répondre et me défendre de cette maladie, mon système immunitaire va essayer de s'adapter et va garder en mémoire cette information qui fait que le jour où je re-rencontre le même microbe, théoriquement, je serai capable de réagir. Dans le cadre de l'allergie, on est confronté à une réaction excessive. Une réaction anormale, à la fois anormale dans son intensité et à la fois anormale parce que elle répond à quelque chose qui est considéré comme un agresseur alors que ce n'en est pas. Le pollen, il existe depuis l'aube de l'humanité. Il n'a jamais été un ennemi ou quelque chose. Les acariens existent depuis l'aube de l'humanité. Les poils de chat existent depuis extrêmement longtemps, etc., etc. Tout ce que sont les allergènes, en dehors des allergènes chimiques et synthétiques qui ont été fabriqués par nos sociétés récentes, eh bien, ils ont toujours existé en tant que tels. Et nos systèmes immunitaires, normalement, savaient être capables de répondre de façon adaptée à ça. La deuxième chose qu'il faut comprendre par rapport à l'immunité, c'est que très globalement, on peut définir l'immunité comme étant la capacité à faire la différence entre le soi et le non-soi. À partir du moment où cette capacité de différenciation se dégrade, à partir de ce moment-là, notre système immunitaire ne va pas répondre d'une façon adaptée aux choses. Dernière chose enfin, l'allergène. L'allergène, lui, en tant que tel, est aussi porteur d'un élément qui est un élément très parlant.
Les allergies au pollen, qui se passent effectivement au printemps, vont parler de quelque chose de particulier. Les allergies au gluten vont parler de quelque chose de particulier. Les poussières ou certains animaux, etc., ça va nous parler de quelque chose de particulier. Mais très globalement, lorsque nous sommes confrontés à des réactions allergiques, ça signifie, du fait de tout ce que je viens d'évoquer, nous sommes sans doute dans un rapport au monde extérieur dans lequel nous considérons que celui-ci est éventuellement risqué ou agressant, et où nous ressentons le besoin de nous en protéger, de réagir un peu à la Jeanne d'Arc, c'est-à-dire de bouter les Anglais hors de France, c'est-à-dire de rejeter cet ennemi qui éventuellement pourrait nous mettre en péril, nous mettre à mal. Dans ce que vous évoquez, il y a un autre élément qui est un élément intéressant, qui est celui de la période. Vous êtes dans une période qui est systématiquement positionnée entre janvier et vous disiez quoi, mars-avril ? Mi-mai. Ouais, 10 mai à peu près. Là, on va avoir quelque chose qui va rentrer en résonance avec le fait que notre système immunitaire n'est pas indépendant au niveau physique de notre système immunitaire psychique et donc de notre histoire et de nos vécus. Il y a donc sans doute quelque chose dans cette période qui rentre en résonance avec des mémoires personnelles ou familiales dans lesquelles une situation difficile ou tensionnelle dont il a fallu se protéger a sans doute existé et trouvé lieu d'être. Et dans la phase anniversaire, ça réactive le système de protection ou de défense, consciemment ou non d'ailleurs. Dernière chose enfin, et puis après vous ferez le tri au milieu de tout ça, si j'ose dire, l'intervention de ce réglage alimentaire. Alors je ne sais pas du tout, et je ne vois pas comment celui-ci a pu générer ça, sauf peut-être à travers une symbolique secondaire, qui est que si vous êtes allé vous faire réguler vos rapports à l'alimentation chez cette personne à ce moment-là, ça parlait peut-être d'une difficulté particulière dans cette phase de vie-là. Quels étaient les changements ? Quel était le contexte, l'environnement dans lequel vous étiez à ce moment-là ? Y avait-il quelque chose qui était un risque éventuel ? Pourquoi vous avez pourquoi êtes-vous allé éprouvé consulter ? le besoin d'aller consulter cette alors personne ? j'ai été consulté par curiosité parce que voilà, j'ai envie de connaître et de savoir plein de choses. Et voilà, c'est vraiment la curiosité qui m'a animé. Donc ma copine qui m'a dit d'aller voir ça, elle était super contente. Et moi je me suis dit, de toute façon, ça peut pas me faire de mal. Si, enfin, ça me fait pas de mal, mais ça. Vous y êtes allé pour lui faire plaisir ? Non, c'est vraiment, ça n'a rien à voir. C'était vraiment pour connaître les choses, voilà, pour apprendre, pour savoir, pour découvrir, tout simplement. Mais vraiment avec une curiosité enfantine, quoi. Et donc votre copine était très contente ? Ah oui, elle était ravie. Mais alors, ravie. Oui. Bon, j'ai pas été voir la même personne, hein. Moi j'ai été voir une autre naturopathe qu'elle. parce qu'elle est elle-même naturopathe ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Elle n'est pas du tout dans ce milieu-là. Hein. Non. Mais, vous n'êtes pas allé voir la même naturopathe que celle de votre copine ? Non. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas dans la même région. D'accord. D'accord, oui, voilà. Il y a une raison valable. D'accord. En effet. Et alors, juste un petit conseil, les crudités, c'est pas l'idéal hein, quand on est allergique. Oui, en fait, je sais pas. Je crois que je ne sais plus. D'accord. Mais après, voilà, Mais vous avez repris votre alimentation d'avant ou vous êtes resté à ce que vous avez dit la naturopathe de cette époque ? Alors, on va dire, je mange un petit peu plus de crudité en entrée, on va dire, c'est vrai, salade ou crudité. J'évite un peu moins de viande le soir, voire pas du tout. J'en mange le midi, etc. Mais c'est pas draconien, mais je pensais que c'était quand même plus ou moins bon pour moi, on va dire. Mais maintenant, là, depuis cette année-là, en fait, j'ai mon alimentation, j'ai complètement tout changé, j'ai repris tout comme avant, et elles ont été beaucoup moins fortes quand même. Peut-être qu'il faut vous faire plaisir. Oui, je pense aussi, parce que voilà, la frustration ne peut pas, apparemment. Et si je vous demandais qu'est-ce que suggèrent chez vous les contraintes venant de l'extérieur ? J'aime pas trop les contraintes, hein. Je suis un petit peu allergique à ça. Oui, c'est embêtant ça. Hein. Ouais, tout ce qui est contrainte... C'est une intrusion agressante ? Ouais, une contrainte, ouais. Oui. Ouais. Peut-être qu'il faut que vous repreniez un peu plus les rênes de votre vie. Et là, un jour, quelqu'un vous a dit ce qu'il fallait que vous mangiez ? Et oui.
Et ça m'a pas plu, inconsciemment. Et bah oui. Et peut-être que ça remonte à loin. Hein, ça énerve, quoi. Oui. Et puis peut-être qu'on n'a pas envie, même quand on est enfant, qu'on nous dise ce qu'il faut manger. Hein. Bon, j'avais pas de problème de ce côté-là, enfant, mais au contraire, j'ai mangé tout, n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe quelle heure. Et là, tout d'un coup, on vous empêche de faire ça. Vous voyez, Ouais. Vous voyez le choc quand même que ça peut provoquer. Hein. On devient allergique. C'est quand même fou. Hein. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il y a une réponse. Hein. Il existe une réponse. Et là, il faut voir dans votre région à trouver un médecin homéopathe compétent. L'homéopathie règle vraiment beaucoup de situations d'allergie. Déjà, à travers l'allergène, on vous fera faire une isothérapie, c'est-à-dire une dilution de l'allergène, qui va vous permettre de vous désensibiliser. Il existe des désensibilisants, c'est-à-dire des antihistaminiques, mais de forme homéopathique, que vous allez prendre. C'est une allergie respiratoire cutanée, c'est quoi? En fait, j'ai le nez qui coule en permanence, c'est une fontaine, Oui. j'éternue. Ça s'appelle l'allium cepa. D'accord, voilà, c'est vraiment horrible, quoi. C'est horrible. C'est de l'oignon. Oui, c'est ça. Bon, eh ben, écoutez... suivez les conseils de Michel Odoul, réécoutez peut-être en podcast parce que vous avez peut-être des informations qui vous ont échappé et puis avec un peu de chance, en janvier prochain, vous penserez à nous. Merci beaucoup en tout cas. Je vous appellerai pour vous le dire. Volontiers. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve pour le Love Conseil du jour. On va parler de sexe sans pénétration. À tout de suite. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Michel Odoul, voilà encore une idée à laquelle il faut tordre le cou. Le sexe, un rapport sexuel, c'est pas obligatoirement avec une pénétration, ça peut se faire sans pénétration. C'est d'ailleurs ce qu'on a appelé durant les années SIDA, le safe sex. Et il y a bien des moments où cette solution peut être tout à fait envisagée, notamment au début de notre vie sexuelle. Je pense notamment aux adolescents, mais je pense aussi aux couples qui se rencontrent. Des flirts poussés avec échange de jouissances sont parfois profitables pour justement dépasser le stress ou l'anxiété de la première fois, n'est-ce pas ? Eh oui. Parce qu'on sait à quel point le stress et l'anxiété de la première fois provoquent des rapports qui sont parfois bien ratés. Hein. C'est très désappropriant de la puissance, on va dire, voilà. N'est-ce pas ? Alors ensuite, il y a aussi les moments où la femme vient d'accoucher, par exemple, hein, les premières semaines après un accouchement, on peut faire du sexe sans pénétration. Il y a la maladie, hein, qui parfois demande aussi une sexualité tout à fait différente. Quand on a alors peut-être pas une fracture, parce qu'avec la fracture on a le plâtre qui généralement protège bien, mais quand on a une entorse ou des choses comme ça, il faut faire un peu attention, voilà. Et puis il y a aussi l'âge, hein, qui parfois fait que la pénétration devient difficile. Donc je crois qu'il faut vraiment comprendre que la sexualité, c'est pas obligatoirement toujours et encore avec pénétration, et notamment lorsqu'il y a des difficultés sexuelles dans un couple, cette réadaptation peut se faire grâce à des rapports sexuels justement sans pénétration, et c'est ce que se conseillent d'ailleurs souvent les sexothérapeutes. Et puis c'est aussi une façon parfois de faire un peu évoluer sa sexualité. On décide pourquoi pas, une semaine, 2 semaines, de ne pas se pénétrer, et puis ça sera d'autant plus bon la fois où on recommencera la pénétration. C'est donc vraiment important de comprendre qu'un rapport sexuel, c'est pas forcément avec un pénis qui rentre dans un vagin. Voilà. Laura est avec nous maintenant. Bonjour Laura. Bonjour Brigitte, bonjour Michel Odoul, merci de m'accueillir. Michel Odoul, je suis un grand fan de vous. Et est-ce que je peux me permettre de rajouter un petit truc, Brigitte, par rapport à... Mais bien sûr. Ouais. En fait, vous parlez souvent de Michel Odoul avec le livre « Dis-moi où tu as mal, je te dirais... » Pourquoi, voilà. Oui. Et je trouve que moi je les ai tous lus, les livres, et que vous devriez faire encore plus la promo de ces autres livres, notamment dis-moi comment aller chaque jour de mieux en mieux, ou dis-moi quand tu as mal, je te dirai pourquoi. Moi je les ai dévorés et je trouve qu'ils sont tout aussi passionnants. Donc voilà, c'était pour rééquilibrer, voilà, parce que c'est vraiment merveilleux vos bouquins, Michel Odoul, j'adore. Merci, mais je vais vous prendre comme attaché de presse.
Ah bah alors moi, mais vous savez quoi, je peux vous confier quelque chose. Oui. Quand je vais chez mon médecin, parce que bon, je fais de l'hypertension, donc je le vois régulièrement tous les 6 mois, j'emmène extra avec moi vos livres, parce que comme ça, j'espère toujours qu'on va me poser dans la salle d'attente quelques questions concernant Michel Odoul. Bon, ça n'arrive pas, hein, mais bon, quand même, c'est ma petite Mais écoutez, revanche. merci de votre confiance et puis bravo et surtout, n'hésitez pas à continuer. Ah oui, j'adore. Bah, pour en écrire d'autres, Michel Odoul. C'est prévu d'ailleurs, vous avez un livre en préparation ou pas? En ce moment, non, c'est un peu compliqué parce que je m'investis beaucoup, j'interviens dans différentes structures, environnements, DU, et etc., qui sont assez chronophages. Et c'est vrai que le temps de l'écriture est un temps important. Et la deuxième des choses, c'est que l'écriture, je la consacre à l'élaboration de protocoles parce que les périodes que nous traversons font exploser certaines pathologies et qu'il faut que les praticiens qui sont sur le terrain soient capables de répondre. Donc c'est vrai que je l'ai un petit peu momentanément mis de côté, même si vous parliez de 10 mois comment aller chaque jour de mieux en mieux, il date de 2020, donc c'est déjà encore assez récent. Mais Qui est d'ailleurs le dernier que vous avez sorti juste à l'entrée du Covid. Il est sorti 2 jours avant le confinement. Oui, absolument, je me souviens très bien. Ouais, j'ai commandé sur Amazon, c'est le seul truc qu'on pouvait faire. Ouais. Oui. Et qui est un livre à lire pour le quotidien, justement, pour aller pour avoir les 5 justes efforts, justes comportements par rapport à 5 choses fondamentales de la vie quotidienne. Oui. Alors, et puis il y a aussi pourquoi ça m'arrive maintenant, qui est très intéressant, où là, en effet, on comprend bien qu'on a des rythmes de vie dans notre cycle, des épreuves, et que on n'y échappe pas, quoi qu'on fasse. Alors, Laura, on va maintenant s'occuper de vous. Oh oui. Bon, voilà, c'était parce que côté stress, c'est vrai que j'ai pas mal subi tout ça jusqu'à une bonne partie de ma vie. Et c'est vrai que j'ai fait... moi, le stress, il se caractérisait par des chauds, des froids. Dans des situations où j'étais face à des gens, des réunions ou simplement présenter un projet, présenter un planning. Dès que j'avais des regards sur moi, j'étais dans un état de stress qui était foudroyant pour moi. C'était tout qui se mêlait à ça. J'avais envie de faire pipi avant et plus j'avais chaud, j'avais froid, j'avais le ventre, je vomissais. J'ai les oreilles qui bourdonnaient, je transpirais dessous mes bras. C'était on avait l'impression que de l'intérieur échappait quelque chose de moi en espèce de fusion et tout devait sortir. La sueur, la nourriture, le pipi, tout. Voilà. Donc ça n'a pas été facile à gérer du tout. Vraiment. Ça m'a fait, même jeune, je me suis rendue malade de ça en me disant finalement, si je subis tout ça, c'est parce que je ne peux pas finalement affronter toutes ces épreuves que me font la vie. Sauf qu'en fait, avec le recul, vous vous dites une réunion de travail, ça va, c'est pas non plus le truc insurmontable qu'on devrait pas pouvoir se mettre dans des états pareils, tout ça pour ça. Oui, tout ça pour ça, mais en même temps, si vous voulez, chaque individu est différent et la manière avec laquelle il interprète le réel lui est propre. Et il y a des interprétations qui sont effectivement stressantes ou anxiogènes. Toutes les manifestations que vous décrivez, ce sont des manifestations de type neurovégétative, c'est-à-dire des manifestations dans lesquelles des contractions, des spasmes, quelles que soient les zones corporelles concernées, vous amènent à avoir absolument envie d'uriner, vous amènent à vomir si vous avez quelque chose sur l'estomac, etc. Le système neurovégétatif, c'est le système nerveux qui est en lien avec notre non-conscient, notre inconscient. Le système musculaire volontaire qui fait que vous pouvez prendre un crayon quand vous le décidez, ou marcher ou aller vers quelque chose, et lui en lien avec le conscient, c'est quelque chose de tout à fait volontaire. Le système neurovégétatif, lui, ce sont les fonctions non volontaires, et donc toutes les innéités de fond. Et lui, il est interagi, bien sûr, par un certain nombre de sécrétions hormonales, de l'adrénaline, de la noradrénaline, du cortisol, etc., etc. Et dans ce que vous évoquez, eh bien, il n'y avait rien d'autre qu'en fait un système de protection qui était mis en place. Le stress qui était le stress interprétatif du réel, et qui donnait effectivement une dramaturgie beaucoup plus importante qu'elle n'aurait rationnellement eu raison d'être,
générer chez vous une réponse et un besoin absolu de protection. Et ce besoin absolu de protection, il se passe par, un peu comme dans un compteur électrique dans une maison, quand il y a une surcharge dans une zone donnée, il y a un disjoncteur qui fait que ça... Il y a les plombs qui pètent. Voilà. Et c'est ce qui se passait dans votre corps. Et en fonction du moment, en fonction du type de sollicitation, en fonction de la manière dont vos organes étaient chargés, si vous aviez un peu d'urine dans la vessie, ça allait déclencher l'envie d'uriner. Si vous aviez quelque chose dans l'estomac, etc., etc. Et bien entendu, il faut savoir que dans les situations de stress, et qui peuvent être extrêmes comme vous l'avez décrit, il y a un outil physique, il y a un vecteur physique extrêmement simple à la disposition de tout le monde, auquel il faut absolument penser. Et si jamais, par exemple, on est quelqu'un chez qui ça prend beaucoup d'importance avant des examens, ou etc., marquez-vous à l'intérieur de la paume de la main, avec un stylo, respire. C'est-à-dire que la respiration, c'est la fonction physique qui est en lien avec les deux systèmes nerveux. Et donc, à travers le fait de faire des grandes respirations calmes et tranquilles, on va faire baisser la pression qui existe au niveau du neurovégétatif. Et ça va faire diminuer, voire disparaître les effets pathogènes ou en tout cas gênants ou inconfortables du stress. Tous les coachs sportifs d'ailleurs le savent bien quand ils entraînent quelqu'un avant une compétition. Voilà. Et puis ne pas hésiter à aller uriner avant pour que déjà, même si l'envie d'uriner subsiste, on sait que la vessie est vide. Mais vraiment, pensez à ce truc idiot de marquer dans la main ou de mettre le post-it sur votre téléphone ou sur votre dossier que vous amenez en réunion. Sur la couverture, il y a un post-it avec de marquer respire. Parce que quand on est en état de stress, on oublie ces trucs-là que l'on sait. Et le fait d'avoir le rappel comme ça en visuel, eh bien, ça va être un espèce de petit clin d'œil qui va nous ramener à un petit peu plus de maîtrise. En fait, moi, ce qui m'a vraiment fait le tournant entre cette réalité-là qui me convenait pas du tout, c'est qu'en fait, j'aimais pas du tout ces gens qui étaient comme moi. Je les trouvais pas sûrs d'eux, je les trouvais agités, je les trouvais, on n'écoutait pas ce qu'ils disaient. Et c'est comme ça que j'ai vraiment pu faire le tournant. Et c'est amusant que vous parliez de coach parce que moi, je fais de la boxe et en fait, effectivement, c'est tous les enseignements qu'on m'a donnés parce que plus vous êtes stressé, moins vous êtes performant plus vous êtes au calme on prend quelques modèles qui fait qu'on est au calme et que en fait on est beaucoup plus performant, mais en fait ne le sachant pas, c'est vrai que moi j'ai comme fait des petites astuces et en fait j'ai rezoomé quand maintenant je me retrouve dans des situations où le stress n'a pas disparu mais je sais mieux le gérer. Vous savez, oui, parce qu'on vous a appris grâce au et cela dit, le sport a un autre avantage, Michel Odoul, c'est qu'on se relie à son corps. Oui. Et du coup, on réinvestit son corps et on se remet à mieux le sentir, à mieux le comprendre, à mieux le vivre. Et en même temps, ça évacue de la toxine. Oui. On dit que si tous les anxieux marchaient, il y aurait beaucoup moins d'anxieux. Oui. Mais bon, quand on est anxieux, on n'a pas envie d'aller marcher. Donc c'est un cercle vicieux. Merci beaucoup, Laura. Merci beaucoup. Merci, Laura. On fait une petite pause et on continue avec Michel Odoul, toujours avec nous, bien sûr, sur Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes toujours avec Michel Odoul, l'auteur de nombreux livres. Comme l'a dit Laura, je ne vais pas tous les citer parce que sinon il sera 16h et on ne pourra pas donner la parole à Fatia qui est avec nous. Bonjour Fatia. Bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Donc, vous avez depuis 2 ans, vous ne sentiez plus vos pulsions cardiaques. Ça veut dire quoi ? Vous ne sentiez plus votre cœur battre ? Oui, oui, je le sentais plus. Je le sens plus. En fait, là, j'ai repris. Enfin, je m'en suis aperçue il y a 2 ans. Et puis alors là, c'est drôle parce que là, je vous parle et là, je le sens. Et là, depuis, j'ai mon beau-frère qui est décédé il y a 15 jours. Et d'un coup, il s'est remis à battre, mais à toute allure. Et là, je me suis dit, oh là, il est là. Je le sens, c'est bizarre. Et enfin, ça m'a choquée. Et voilà, ça a duré quelques secondes. Il était malade, votre beau-frère ? Oui. Vous saviez qu'il allait mourir ? Oui. Oui. Donc il y avait peut-être un lien de cause à effet. Je sais pas. Mais, quelle est la manière avec laquelle on constate que quelqu'un est décédé ? Quand oui, son cœur arrête de battre. Quand on sent plus son cœur battre ? Oui.
C'était le mari de votre sœur Oui, tout à fait. C'est ça. Oui. Et vous êtes proche de votre sœur, j'imagine? Oui, et de lui aussi. De lui aussi, bien sûr. Qu'est-ce qu'il représentait pour vous? Oh, mais c'était comme un frère en fait. Il était tellement, c'était un amour en fait. Cet homme-là, j'avais un lien avec lui, enfin une complicité en plus avec lui, même plus que mon jeune frère. Et voilà, on rigolait souvent. Enfin, il était très jovial et puis voilà quoi. C'est la première fois que vous êtes confronté à la mort de quelqu'un de très proche? Non, j'avais mon beau-père aussi qui est décédé, mais ça fait 2 ans. Oui, d'accord. Et ça fait 2 ans que vous ne sentiez plus trop votre cœur battre? Il me semble que ça fait 2 ans, mais oui, je le sens plus, ouais. À part là où, à 2 reprises, même en faisant la vaisselle, quand on a fait juste après son décès, on s'est retrouvés tous à la maison chez mes parents et du coup, à un moment, mon cœur s'est remis, puis je regardais ma belle-sœur et je lui ai dit, oui, je lui ai dit, mais ça va être, je vais te dire quelque chose, ça va te paraître très bizarre, mais je sens mon cœur battre en fait. Enfin, je peux vous rassurer, depuis 2 ans, votre cœur, il bat. Hein. Oui, bien sûr, mais à pas sentir, mais même en posant ma main, alors je fais de la méditation le soir et le matin, mais je ne sens pas mon pouls en fait. Qu'est-ce que cet homme représentait pour vous? Mon beau-frère? Oui. Non, enfin c'était le mari de ma sœur. Non, c'était mon beau-frère, tout simplement. Et votre beau-père? Mon beau-père, c'était plus que ça, je pense. C'était plus que ça. Ça veut dire quoi, ça? Plus que ça, comme un père? C'est-à-dire que oui. Même plus, ouais, c'était un deuxième père, oui. Oui. Et est-ce que le nœud de la question ne serait pas là? Oui, certainement. En le disant maintenant, oui, ça fait 2 ans, et ça fait 2 ans qu'il est parti, effectivement. Ben oui. Et puis ça... Bon, je crois qu'il faut avancer dans ce chemin-là. Hein. Vous avez peut-être pas encore vraiment compris cette perte, ce qu'elle provoque chez vous. On sent d'ailleurs beaucoup d'angoisse dans votre voix. Hein. Et en fait, c'est la première fois que je perds des gens proches, en fait, si proches. Bon, mon beau-frère était jeune, très jeune, d'ailleurs 43 ans, mais oui, c'est un choc, quoi, en fait. Même si on s'y attendait, c'est bon, c'est pas qu'on s'y préparait, c'est qu'on l'accompagnait tous les jours. Et mais le fait, même mon beau-père, mais le fait que quand voilà la personne part, c'est l'effondrement. Oui. Votre mère est toujours vivante? Oui, mes parents sont vivants, les 2. Oui, d'accord. Ben vous savez, on est tous conscients que la mort existe, mais quand elle nous frappe de près parce que c'est quelqu'un pour qui on a énormément d'affection, ça nous réactive notre peur de la mort. Hein. Ouais. Et puis ça va très loin, ça peut aller jusqu'à provoquer ce qu'on appelle le syndrome du cœur brisé. Donc le lien qu'on a avec certaines personnes peut être extrêmement puissant et fort. Et lorsque la mort arrive, c'est-à-dire que leur cœur s'arrête de battre, on peut quelque part penser qu'on continue à les porter, à les respecter profondément en ne ressentant plus le sien propre de cœur. Je ne crois pas que c'est ça qu'ils attendent de vous. Mais en fait, c'est marrant que vous dites ça parce qu'en fait, j'ai fait un travail sur mon beau-père, enfin pas sur mon beau-père, en fait, sur moi, parce qu'en fait, c'est comme si je l'appelais ou je lui demandais, ou je le sentais même dans mon appartement. En fait, j'ai fait nettoyer mon appartement, j'ai fait des soins parce que je sentais qu'il était là et qu'il y avait sa présence et qu'il fallait que je le laisse partir, en fait, tout simplement. Mais oui, ça, absolument. Du coup, ça s'est fait. Mais là, du coup, le fait de ressentir mon cœur, je me suis dit, mince, en fait, mon beau-frère est parti, j'ai le cœur qui rebat, est-ce que... Vous avez le droit de vivre. Sauf qu'il ne faut pas que vous en soyez coupable quelque part. Non, et que vous compreniez... pas du tout. J'aime bien quand on me répond très vite comme ça. Ah. Oui, parce que ça veut dire que c'est le cerveau qui a répondu. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ce soit votre cœur qui me réponde. Donc à nouveau, il ne faut pas que vous soyez coupable du fait de sentir votre cœur battre dans votre poitrine.
parce qu'ils ne sont plus là. Ne plus ressentir votre cœur, ça n'est pas respecter leur mémoire. Je pense que ce qu'ils aimeraient et qu'ils voudraient de vous, c'est que vous ressentiez effectivement à nouveau votre cœur et que vous en soyez joyeuse et heureuse. C'est comme le travail que vous avez fait de nettoyage de votre maison, où vous ressentiez effectivement une présence. Oui. Faites-vous le cadeau de relaisser de l'espace de vie à votre cœur à l'intérieur de vous. Et ils seront de toute façon à l'intérieur de vous. Vous êtes, vous ne seriez pas la même si vous ne les aviez pas connus. Donc ils vous ont. Oh, ça c'est sûr, oui. Donc ce qu'ils vous ont apporté, c'est là, ça reste là, et vous garderez leur nom en mémoire et vous penserez à eux souvent. Mais là maintenant, il faut vivre pour vous. Oui. Si c'est vous qui étiez parti, vous aimeriez bien qu'ils continuent à laisser leur cœur battre. Bien sûr, tout à fait. Mais bien sûr que la tristesse est là et qu'il faut du temps, hein, bien sûr. Puisque vous avez fait un travail de nettoyage symbolique dans votre maison, faites un travail de nettoyage symbolique à l'intérieur de la maison intérieure, c'est-à-dire écrivez-leur une petite lettre à tous les deux, en leur disant combien vous les aimez, combien vous, etc. Mais que voilà, vous allez continuer à porter leur mémoire et vous allez vous permettre enfin à nouveau de sentir votre cœur battre dans votre poitrine. Et quand vous aurez écrit ça, il vous suffira de leur envoyer la lettre. Et là où ils sont, la seule façon de l'envoyer, c'est de la brûler. Alors ça, je fais souvent, oui. Okay. Mais est-ce que vous le faites en vous mettant au centre de ça et en vous donnant le droit de sentir votre cœur battre? Alors, je ne l'ai pas fait pour mon beau-frère, mais pour mon beau-père, je lui avais énormément écrit, allumé des bougies, enfin voilà. Oui, mais est-ce que vous lui avez parlé de vous? Non, je pense pas, non. C'est de ça dont il s'agit. Ouais, d'accord. Lui, ne vous inquiétez pas, il sait où il est. Oui. Ok, très bien. Bon. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Merci à vous. Merci. Oui, je crois que on voit bien, hein, Michel Odoul, finalement, que c'est toujours plus facile de penser avec sa tête que de penser avec son cœur, parce que penser avec son cœur, c'est être dans l'émotion. C'est chaud, c'est quelque chose qui peut bousculer un petit peu, sauf que le principe de vie, il est là. Et nos émotions, c'est ce qui fait que on est, et puis c'est... Et qu'on avance. Et qu'on avance, bouge. bien sûr. L'émotion, c'est émotérer, c'est-à-dire mettre en mouvement. Oui, ça vient de mouvoir, hein, donc voilà. Et c'est vrai que suivant les émotions qui sont niées, eh bien on va avoir des problèmes divers et variés dans le corps. Hein. Notre corps essaiera de nous dire... Et parfois, ça peut aller jusqu'à nous dire un peu trop fort. Et ça peut... des fois, ça cogne un petit peu. Voilà. Et donc, c'est toujours intéressant de comprendre un peu ce qu'on ressent. Et pour ça, ne pas répondre toujours trop rapidement. C'est parfois très difficile de donner du sens, de trouver sa réponse. Et je crois qu'il faut pas s'inquiéter si ça prend du temps. Il vaut mieux même d'ailleurs laisser du temps pour trouver la réponse que de se précipiter sur une réponse très rationnelle. C'était André Gide qui disait, qu'il y a eu cette phrase magnifique qui est que chacun suive sa pente pourvu que ce soit en montant. C'est joli. Oui, eh bien, j'espère qu'on vous a aidé durant ces 2 heures à remonter. Michel Odoul, merci. Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. C'est évidemment le livre qui est le plus récent qui est sorti parce qu'il a été réaugmenté avec toutes les maladies actuelles comme fibromyalgie, etc. Exactement. Demain, on sera avec Sabine Procoris. Elle est philosophe, psychanalyste. Elle lutte beaucoup contre cette notion de consentement qui nuit certainement beaucoup aux relations de séduction, aux relations humaines. Et elle nous donnera un petit peu son éclairage. Voilà, je pense que c'est un sujet qui vous intéresserait aussi, Michel Odoul, et vous auriez certainement beaucoup de choses à dire. C'est un vaste sujet, oui. N'est-ce pas? Donc on en parle demain avec Sabine Procoris, qui a d'ailleurs écrit un petit livre intéressant sur cette question de consentement. Voilà, et puis tout de suite, bien sûr, comme tous les jours, vous retrouvez C'est votre avenir. Je vous embrasse et je vous dis à demain.